Mexique, Népal, Pakistan, Philippines, Espagne, Suède, les Émirats d'Arabes Unis. Alors, il n'y a pas que les Émirats Arabes Unis, on va dire qu'il y a tous les pays du Golfe, donc un clin d'œil particulier pour souligner que ces gens-là sont bien sûr très pragmatiques, mais qu'en plus, ils ont de l'argent. Et donc, ils ont mis en place une stratégie de diversification d'après-pétrole qui comprend également le tourisme de luxe. Et le tourisme de luxe ne va pas sans une santé à très haut niveau, donc une interopérabilité, une rapidité à diagnostiquer tout problème, et comme le dirait notre présidente de la commission Galien, Guylaine Joanine, savoir en moins de 20 minutes ce que j'ai et puis pouvoir réagir en conséquence. Donc les Émirats d'Arabes Unis nous ont déjà, entre guillemets, substitué un certain nombre de médecins de haut niveau et vont continuer à se développer au niveau infrastructure médicale et bien sûr en télésanté. Les pays en voie de développement, donc là quelques chiffres. Je le disais tout à l'heure, moins de 54% de la population peut accéder aux soins. Et puis un chiffre aussi qui laisse rêveur, c'est qu'on a environ un médecin pour 6670 habitants dans le monde. En France, on n'est déjà pas trop mal, même si on commence à se plaindre et que ça commence à diminuer sérieusement, puisqu'on a un médecin pour 310. Mais on est un petit peu en dessous des pays industrialisés, puisque le chiffre est donné à 390. Alors, les USA, le grand frère américain, effectivement, a déjà une historique extraordinaire en la matière, même s'il y a encore des cloisonnements un peu porte-étanches entre les États. Néanmoins, quasiment tous les États ont leur réseau au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a parfois plusieurs réseaux de télémédecine à différentes échelles technologiques, du sein de la simple consultation par téléphone, souvent pilotée par les infirmières en premier plan. Ce sont les infirmières qui donnent des cours de télémédecine. Et l'infrastructure se développe de façon logique, associée notamment au développement de la chirurgie ambulatoire. Et bien sûr, les vétérans ont joué un rôle conséquent, que ce soit les vétérans du Vietnam ou d'autres vétérans plus récents. Alors, deux acteurs fondamentaux aux États-Unis, qui sont des vecteurs forts de développement de la télésanté. Le TATRIC, qui est un organisme fondamentalement militaire et qui dépense environ 250 millions de dollars chaque année pour subventionner les projets, qu'ils soient civils ou militaires, sur le sujet, et qui est co-associé à l'American Telemedicine Association, qui est l'ATA, congrès auquel je participe déjà depuis 4 ans et qui voit chaque année le nombre d'industriels participants augmenter et le nombre de conférences structurées sur le sujet arriver à des niveaux de pertinence extrêmement intéressants. Donc 500 industriels la dernière fois, on commence à arriver à des échelles très pertinentes en termes de business model. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'interopérabilité, toujours initiative américaine, puisqu'ils sont champions en matière de structure de marché, c'est-à-dire ils savent poser des rails et des clôtures, prendre 6 mois à 1 an d'avance sur les concurrents qui n'ont pas su réagir. Et donc, ils commencent à structurer cet écosystème qui est la télésanté, avec cette organisation qui s'appelle Continua Health Alliance, qui est très bien structurée, dont le président récent était un membre d'Intel, qui a fait toute sa carrière dans la normalisation et la standardisation. Ces gens-là sont relativement ouverts, si tant est qu'on participe à leurs actions. Ils font un lobbying assez soutenu au niveau de la communauté européenne et également en France. Je vous l'ai dit, attention, culturellement, on n'est pas bon en matière de standardisation, normalisation. Donc il faut absolument mettre les pieds dedans, il faut s'intéresser à ça. Néanmoins, on a quand même fait des initiatives très intéressantes au niveau européen, avec HL7 et IHE, et ce qui serait intéressant, c'est que l'Europe prenne une position, je dirais, un peu égalitaire vis-à-vis de Continua, et qu'on arrive aussi à faire, je dirais, mettre en place des normes et des standards qui nous conviennent peut-être un peu plus que ceux qu'on pourrait se voir imposer par les États-Unis, qui font les choses très bien, disons-le. Rappelons qu'on l'a fait pour le GSM, les Américains avaient lancé le PCS 1900 mégas, on a réagi, on a fait du GSM 900 mégas, et quand on regarde la couverture planétaire, le GSM est quand même très bien positionné par rapport aux standards américains. Donc on doit être capable de faire la même chose. Je ne suis pas anti-américain, au contraire, je considère que c'est un modèle, mais c'est un modèle qui doit donner d'excellentes leçons qu'on doit bien évidemment mettre en pratique. Voilà, donc message pour tous les étudiants, attention à ces aspects. Bon, je passe sur les réseaux nord-américains, vous y aurez accès, il y en a une pluralité comme je vous l'ai dit. La France. Alors la France a quand même fait beaucoup de télémédecine, puisqu'on a dénombré environ 70 déploiements de télésanté,
Mais ça s'est fait, je dirais, avec les bonnes volontés et puis les moyens du bord. Si bien que fondamentalement, c'est pas interopérable, fondamentalement, il n'y avait pas le budget pour les maintenir en état, à part la bonne volonté de certains médecins, certains infirmiers, infirmières, et puis les patients qui donnaient aussi de leur poche la plupart du temps. C'était pas du tout structuré. Par contre, l'historique de ces déploiements est fondamental pour tirer les leçons d'une bonne orientation du futur. Donc on n'est pas en reste. Par contre, il y a encore des expériences qui sont bien vivantes. Ces expériences bien vivantes, eh bien, il faut les aider à atteindre la maturité et le niveau d'interopérabilité que j'ai évoqué. Alors maintenant, félicitations encore une fois d'être là, et même si vous avez un peu vieilli par rapport à l'image, il est fondamental, effectivement, puisque toute nouvelle société démarre par une action d'éducation, il est évident, il est fondamental que des étudiants capables d'appréhender les deux domaines, le médical et puis les technologies, puissent être disponibles sur le marché des jeunes entrants dans les entreprises. Vous avez vu que le panorama mondial est très ouvert, donc vous pouvez y aller, je dirais, serein, avec de l'ambition de carrière. Néanmoins, il reste quand même un certain nombre de choses à faire. Yannick évoquait les dépenses de santé, donc j'ai dit qu'elles étaient exponentielles. On a effectivement changé de position, la planche date un peu, donc on est numéro 2. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est parti sur le rouge. On l'a vu cette année très clairement avec un épiphénomène qui est la crise, qui a son ampleur. Mais l'idée n'est pas fondamentalement de réduire les dépenses de santé. On sait que, compte tenu des courbes démographiques que vous avez vues, c'est mission impossible. Par contre, arriver à une asymptote tolérable, acceptable, et surtout une meilleure organisation, parce qu'en fait, il n'est pas question de réduire les dépenses, il est question d'être plus efficace dans la gestion de ces dépenses, puisqu'il y aura plus de patients et moins de médecins. Donc on n'a pas le choix. Il faut être très, très, très efficace. Et les technologies sont là pour ça.